À l'origine, je fais des études de philosophie à l'université de Rennes. J'enseigne d'ailleurs la philosophie en maître auxiliaire, j'ai pas de CAPES parce que j'ai d'autres intentions. Alors l'autre intention, c'est qu'en 1971, j'ai 22 ou 23 ans, mon master de philo en poche, je prends ma 203 Peugeot, je veux dire que j'ai 20 ans, et je pars très loin. Je pars au Pakistan. Je passe le col de l'Ohari, qui est quand même un col à plus de 4000 mètres, et j'arrive à Chitral. Et à pied, bien entendu, il n'y a pas d'autre solution à l'époque, je vais dans la tribu des Kafirs Kalash. C'est une petite tribu de, à l'époque, 4-5 000 habitants, ils sont plus nombreux aujourd'hui, qui vit entre 2800 mètres et 3200 mètres d'altitude sur la frontière afghane. Et je ne sais pas à cette époque-là que ça va déterminer tout mon avenir. Parce que je ne suis pas là pour la frontière. Je suis là parce que, jeune philosophe, je me pose la question de savoir comment d'autres cultures que la mienne répondent aux grandes questions invariantes que sont les grandes questions de l'humanité, la vie, l'amour, la mort. Ce que René Etienne, en effet, appelait les invariants humains. C'est vrai qu'il y a des milliers de cultures, donc des milliers de réponses. Est-ce que je suis capable de me décentrer pour comprendre la pensée d'un autre? Voilà, c'était ça mon seul but. Et la tribu Kalash offrait cet avantage, c'est une toute petite tribu, je vous le redis, de 4-5 000 habitants, sur 3 petites vallées, qui fait que tout est observable à l'œil nu. Voilà, donc c'est une démarche de philosophe. Mais je suis sur la frontière et voilà qu'en 1979, les soviétiques ont l'idée saugrenue d'envahir l'Afghanistan. Je ne suis pas le bienvenu sur la frontière, évidemment, comme observateur. Mais c'est assez étonnant parce que dans mon parcours, justement, je me suis toujours trouvé dans des endroits, au bon moment ou au mauvais moment, je ne peux pas vous dire. Quelques mois avant cette aventure, au début novembre, j'étais à Téhéran le jour de la prise d'otage des Américains, par exemple, par les pasdaran de Khomeini. Et puis là, c'est au mois de décembre, les soviétiques arrivent, les militaires pakistanais me font partir de là, et puis les soviétiques testent un petit peu la réactivité du Pakistan, et j'assiste un peu loin, à 20 km, des bombardements sur des positions militaires pakistanaises. Et voilà que de l'anthropologie sociale, je dirais, pour faire vite, je commence à avoir un regard sur l'anthropologie politique. J'étends mon regard au-delà de cette tête d'épingle qui sont les Kalash. Je vais continuer ma recherche, j'irai jusqu'au bout de mes études, de mes recherches, mais mon regard s'ouvre sur autre chose. Et c'est ainsi qu'en 1985, après un énième séjour chez les Kalash, c'est une ONG française qui fait de la santé publique transfrontalière, ça c'est compliqué. Les réfugiés sont à Peshawar, et on fait de la santé publique en Afghanistan, donc il faut un peu approcher l'anthropologie de ces peuples pashtuns, savoir comment agir, comment faire, et je deviens donc le directeur adjoint de cette ONG qui s'appelle Avicenne. Et puis ensuite, eh bien, c'est le ministère qui comprend que je connais cette région un peu comme ma poche quand même, de 1971 à 1986 ou 7 ou 8. Et voilà que le ministère me propose de monter un centre culturel franco-afghan pour les Afghans réfugiés francophones qui sont en grand nombre d'ailleurs à Peshawar, et je le fais sous couvert de la direction du centre culturel français de Peshawar que j'assure depuis le mois d'octobre 89. Et là j'y reste en 93. Donc quand je quitte Peshawar en 1993, j'y vis en fait depuis 1987, donc ça fait 6 ans. Et là, entre-temps, l'URSS s'est effondrée, le ministère ouvre des ambassades en Asie centrale, la principale étant évidemment celle de Tashkent, Almaty aussi, à l'époque Almaty, Tashkent, et le ministère me fait confiance et me nomme attaché culturel à Tashkent, où je vais rester 4 ans. Je reviens au Pakistan en 1997, je suis à ce moment-là attaché culturel près l'ambassade à Islamabad pendant 4 ans, jusqu'en 2001, où le World Trade Center se produit au moment où je suis à Kaboul, dire salut à mes vieux copains afghans avant de rentrer chez moi en France. Et puis voilà, me voilà parti dans un autre trip. Je publie à cette époque-là assez souvent, assez régulièrement. L'Union européenne me repère, modestement me propose, j'accepte bien sûr le poste de conseiller politique de l'Union européenne,
spécialiste un peu de ces... Donc je suis au Pakistan, à Islamabad, mais spécialiste de ces deux fractures que sont la fracture avec l'Inde et la guerre du Cachemire qui dure depuis 1947, et bien sûr la fracture avec l'Afghanistan qui est un conflit sans fin, bien avant même la création du Pakistan, et je deviens un peu spécialiste donc de cette zone de fracture, et je vais garder ce poste de 2001 à 2010. En 2010, l'âge venant, la retraite me gagne, et on n'arrête pas de chercher quand on est chercheur. Et c'est ainsi que je suis maintenant chercheur associé à l'IRIS et que j'ai le plaisir d'enseigner à IRIS Sup. Voilà, et que je continue à alimenter mes recherches, puisque j'ai le temps pour moi, en retournant sur le terrain à peu près 3 mois tous les ans. Tous les meilleurs souvenirs tournent autour de l'humain, quelquefois d'une manière très collective. Je vous ai parlé des invariants humains. La première fois que j'ai assisté chez les Kalash à cette grande fête du solstice d'hiver, où les Kalash tuent une quarantaine de boucs, jettent le sang dans le feu et les cornes aussi de chèvre dans le feu, ce qui fait une odeur absolument incroyable, âcre. C'est violent, comme dirait René Girard, c'est la violence et le sacré. Il faut plaire aux dieux. Là, il s'agit du dieu Satjigor, vous avez compris donc que les Kalash ne sont pas musulmans, c'est une vraie minorité. Mais en même temps, ils vont faire des feux inimaginables partout dans la vallée pour réchauffer le soleil, c'est le solstice d'hiver. Solstice d'hiver. Dans une montagne très très étroite, ma petite vallée étroite, où la roche schisteuse est noire, où la neige est blanche, la neige en deuil, et où les sèves se sont rétractées dans les abysses, dans les crevasses. La vie disparaît en plein hiver. Le soleil n'apparaît d'une crête à l'autre que 2 ou 3 heures dans la journée. Et on fait ces grands feux pour réchauffer le soleil, pour que la vie revienne, pour que la sève remonte dans les arbres. Et là, j'étais dans une fresque humaine qui, à travers toutes les cultures différentes, exprimait le sentiment tragique de la vie. Bien sûr, ensuite on fait les correspondances. Ces grands feux pour réchauffer le soleil sont de même nature, puisque c'est une civilisation indo-européenne, que les feux de la Saint-Jean que l'on faisait chez nous, pour que le soleil ne refroidisse pas, en quelque sorte. Mais voilà, je suis dans une fresque authentique de ce que j'appelle le sentiment tragique de la vie. Et c'est d'une extrême beauté, d'une extrême émotion. Alors, d'autres facteurs humains beaucoup plus simples parfois. Je me souviens avoir été bloqué avec ma voiture sur la route du centre d'Afghanistan, dans une petite ville qui s'appelle Toulak. Et le directeur de la prison vient me voir et me fait un peu pleurer sur un pauvre prisonnier qui était là depuis 10 ans, qui allait bientôt sortir et qui n'avait pas d'autre richesse que le tapis qu'il avait mis tant de temps à tisser. Et il me dit, achète le tapis, parce que ce prisonnier, quand il va sortir, n'aura pas un centime devant lui. Il n'est pas très beau le tapis, il est flashy, il est trop brillant, il n'est pas beau, il est mal foutu, et les dessins ne sont pas extraordinaires. Et je me laisse séduire, j'ai pas d'argent, je suis étudiant un peu prolongé, c'est en 73 ou 14 que ça se passe. Pour 150 francs, ça vous dit pas grand chose, mais c'est très peu de choses, j'achète le tapis. Il est toujours chez moi, il est dans ma chambre. C'est le plus moche des tapis que j'ai, le plus moche. Parce que les couleurs flashy, bien sûr, sont délavées, il n'a plus de forme, mais ce que je retiens, c'est que quelques jours plus tard, quand je repasse devant la prison, je revois le prisonnier, il n'est plus derrière les barreaux, il est devant la porte de la prison et il tape le carton, il joue aux cartes avec son geôlier. Parce qu'en 10 ans de prison, son seul ami, c'était son geôlier. Ce sont des petites histoires humaines aussi. Et bien sûr, je paierai quand même parmi les très grands souvenirs un crédit particulier à la période où j'étais à Tachkent, où j'ai contribué à la création de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, l'IFEAC, sous la direction d'un être extraordinaire qui est devenu un très bon ami avant qu'il ne quitte ce monde trop rapidement, Pierre Chuvin. Et grâce à lui, j'ai rencontré les plus grands chercheurs de l'Asie centrale, qu'ils soient ouzbécophones, qu'ils soient turcophones, qu'ils soient bien sûr russophones, anglophones ou bien sûr francophones, des gens comme Marc Bernus-Taylor, Baquet Gramont, tous ces gens-là. Et j'ai été évidemment fasciné par à la fois la gentillesse et la simplicité de ces très grands chercheurs qui ont été mes maîtres et qui font peut-être que je suis aujourd'hui qui je suis. Je concentre mes cours
pour des étudiants en défense, sécurité et gestion des crises, sur cette crise qui est la crise afghane, qui n'est pas toute seule, qui est une crise aussi micro-régionale et même internationale. Essayer de comprendre pourquoi cette guerre est une guerre sans fin, parce qu'elle ne commence pas en 2001, elle ne commence même pas en 1979 avec l'arrivée des soviétiques, elle date de la création même de l'Afghanistan en 1747, donc j'essaie de donner à mes étudiants une fresque historique de l'Afghanistan, de laquelle je dégage tous les éléments d'une analyse anthropologique qui permet de comprendre l'anthropologie des fractures des peuples dont je parlais tout à l'heure, et qui n'est malheureusement pas suffisamment pris en compte, dans la technicité enseignée un petit peu partout pour la gestion des crises. J'ai fréquenté beaucoup les experts dans mon travail de conseiller politique de l'Union européenne, les experts européens bien sûr, mais onusiens également, experts de grandes ONG également. Et j'étais frappé de voir comment les grilles de lecture pour sortir un pays de l'impasse étaient à peu près les mêmes grilles de lecture de Phnom Penh à Bogota, en passant par Kaboul, ou en passant par Mossoul, ou en passant par Damas. Voilà, j'apporte cette dimension de l'anthropologie politique pour expliquer les fractures des peuples, l'origine des insurrections qui, quand ce sont des plaies mal refermées, deviennent des terrains fertiles pour les exogènes, bactéries exogènes que sont Al-Qaïda ou Daesh. On parle aussi, pendant mes cours, de l'idéologie qui soutient tous ces terrorismes-là, mais toujours, il s'agit bien sûr de parler de la fracture des peuples et comment en sortir. Pour moi, la plus belle de l'école, c'est justement d'être relié directement, d'abord à l'IRIS, qui est né avant l'IRIS-SUP, n'est-ce pas? Et l'IRIS, c'est quand même un centre de recherche, un des think tanks les plus appréciés dans le monde maintenant, très connu et très apprécié de chercheurs, de vrais chercheurs, comme ceux dont je disais tout à l'heure qu'ils avaient été mes maîtres lorsque je les ai rencontrés à l'IFEAC à Tashkent, parmi les plus grands. Voilà, c'est un institut vraiment de chercheurs. Et sur cet institut est adossé l'IRIS-SUP qui enseigne, et donc les étudiants de l'IRIS-SUP bénéficient à la fois de ces grands chercheurs et à la fois de gens, modestement comme moi, qui ont justement un parcours, qui peuvent être des ambassadeurs, qui peuvent être... J'ai jamais été ambassadeur, j'ai été attaché, j'étais conseiller, j'étais analyste politique et j'ai une expérience régionale, surtout je ne me piquerai pas de faire un cours sur le Mali, même si je connais les similitudes dans les zones de fracture. C'est ma spécialité et c'est donc ce que j'enseigne. Et la plus-value de l'école, c'est justement de pouvoir faire appel à des gens comme moi, parce que je suis vraiment pas seul dans cette école, à intervenir sur des sujets variés et qui sont généralement extrêmement bien connus et intégrés de celui qui en parle. Un soleil levant ne ressemble jamais à un soleil couchant, mais c'est pourtant le même soleil. Ce que je vois, ce que je perçois, je suis libre de mes perceptions, je suis le centre de mes perceptions. Mais ce que je perçois n'est pas le centre de l'intelligibilité du monde. La preuve, mais c'est Copernic, j'invente rien. La preuve, c'est que tout le monde, vous, moi, je vois tous les jours le soleil qui tourne autour de la Terre, alors qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais d'un point de vue, je suis sur la Terre, je vois le soleil qui tourne. Je serai sur notre planète, je verrai l'inverse. Donc le point de vue est important, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit le Mali, que ce soit n'importe quelle autre zone de crise, le Yémen, il y a plusieurs points de vue. Je vous ai parlé de Tashkent, je vous ai parlé de Peshawar. J'aurais rêvé, au fond, d'avoir un poste aussi en Iran, le troisième point de vue, et même en Inde. Voilà. Mais je voudrais, si j'ai un conseil à donner à mes étudiants, d'abord de lire beaucoup, et de choisir un terrain, peut-être plusieurs, ça dépend, chacun a ses parcours évidemment, mais faire du terrain, lire, être théoricien et praticien en même temps, et je me répète, savoir que l'apparence des choses, les choses telles que je les vois, ne correspondent pas toujours à une réalité. C'est ça en fait la base de mon cours, c'est en quoi la révolution copernicienne qui est à l'origine des sciences humaines. Sans cette révolution copernicienne, il n'y a pas de sciences humaines possibles, puisque l'homme serait à la fois le centre qui observe lui-même centre. Il faut être capable de se détacher même de son humanité pour essayer de rentrer dans les sciences humaines. Voilà. Eh bien, si la révolution copernicienne a permis
de mettre l'humain sur un rang scientifique, pour dire sciences humaines, ce qui est quand même incroyable, eh bien il faut que cet aspect-là guide les étudiants lorsqu'ils sont confrontés à des guerres, à des problèmes de défense et de sécurité, ça c'est peut-être un petit peu plus technique, mais surtout à la gestion des crises.